Ah, je termine de monter la fenêtre de la dite petite brune. Elle n'est pas électrique? Non, je n'ai pas pris cette option. Ah, d'accord. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bienvenue dans la grosse brune. Oui, Petite. oui. Bon, la grosse brune qui est toujours en mode préparation, évidemment. Alors, on devrait avoir des nouvelles incessamment. Mais en attendant, ben, on est assis dans la petite pacer. Je suis content de constater qu'on ne s'est pas téléphoné, que la saison du pull de laine avec le petit zipper est officiellement commencée. Ouais, c'est ça. Alors, confortablement installé dans mes vêtements au noir pour ne pas les plugger. Dans mes vêtements pas au noir. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages pour me dire comme ça, t'es rendu dans la vente de vêtements. Oui. Ben c'est ça, il faut ce qu'il faut. Il n'y a pas que les microfibres, il y a d'autres types de linge. C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Pour pas dire guenille, là. Non, mais c'est un domaine que je ne connais que peu. Oui. Alors, j'ai la chance d'avoir ce partenaire-là au noir qui m'appuie, qui me facilite surtout la tâche pour pas que je sois toujours habillé pareil à la télé. C'est bien. Parce que c'est sûr que des fois... Mais des fois, il faut toujours être habillé pareil, parce que si tu tournes un segment de rouler au suivant, je sais pas moi, la dernière semaine de novembre, et que trois semaines plus tard, tu dois... je ne suis pas raccord. Ben voilà, c'est plus embêtant. Fait que des fois, c'est correct d'être habillé pareil. Mais ce qui est drôle, c'est que quand tu es habillé pareil, mais que tes cheveux sont 3 semaines plus longs. Puis la barbe est moins fraîche. Ouais, c'est ça, c'est un peu particulier. Oui. Ça m'arrive assez souvent. Jérémy, Christian, Alain qui est avec nous, Michel, Gaétan, bonsoir. Merci d'être là encore une fois. Oui, ça m'arrive de devoir être raccord, mais je te dirais que c'est pas un truc qui me... Tu sais, de plus en plus, je pense que c'est une convention que les gens comprennent, là. Il y a des gens qui ont réglé le problème. Tu sais, Jay Leno, lui, il a réglé la question. Toujours habillé pareil. Il est toujours habillé pareil. Mais c'est sûr que... c'est ça, c'est Stéphane Chamberlain qui dit la même chose. Ouais. Il y avait Christiane Charette aussi, à l'époque, qui s'habillait toujours pratiquement identique, toujours en noir, justement parce qu'elle ne voulait pas qu'on l'identifie à ses vêtements ou avoir quelconque commentaire là-dessus. Donc, elle était toujours habillée. Très sobre, très neutre. Ouais, mais il faut dire aussi que, là, en tout cas, c'est pas intéressant, là, mais le noir, tu sais, ça évite qu'on voit des reflets, ça évite les fils de micro, ça évite tout ça, là. Il y a Patrick Gélina qui dit... Il y a une année à RPM, la barbe de Pierre Michaud disparaissait et revenait dans la même émission. Je me permets de vous conter l'histoire, puis si Pierre m'en veut pas trop, je pense pas. On l'a ri plus que d'autres choses. Ben oui. Alors, à un moment donné, la conjointe de Pierre lui demande de se faire pousser la barbe parce qu'elle aime ça. Un petit bouc, hein? Un petit bouc, c'est ça. Et puis... là, il s'est présenté avec ça, puis on a fini par s'habituer. Puis à un moment donné, Pierre, qui était un peu impulsif, une journée, a fait « Ah! Je me suis rasé. » Mais on n'avait pas fini de tourner une émission. Donc, il est revenu le lendemain matin, puis le réalisateur a fait « Ben là, on fait quoi? » On peut pas la rajouter au montage, c'est ça. Barbe, puis non seulement, tu sais, on pouvait même pas dire dans l'émission... Ah, il est allé à la pause se raser, puis il est revenu, parce qu'il y a des segments d'émissions qui se retrouvaient au début, au milieu, puis à la fin, si bien que tout était... Ça marchait pas. C'est un beau casse-tête pour le réalisateur. Fait que finalement, on a juste fait « fuck off ». Ça va être comme ça. Merci, bonsoir. Et puis, la barbe qui apparaît et qui disparaît. Fait que ça a été ça le gag. On l'a ri longtemps, d'ailleurs. Moi, je ne l'ai pas rasé depuis qu'on a fait Papa et Maman. Non? Ben, je l'ai taillé, mais pas rasé. Ouais, parce que si tu l'avais pas taillé, tu aurais vraiment l'air de papa. De papa, pas mal plus que de maman. Ça. Je sais pas qu'est-ce que Suzanne en pense. Suzanne, devrait-il se laisser pousser la barbe? Suzanne étant la maman de Germain qui nous écoute en ce moment, qu'on salue. Je sais pas. Tu as plus de chances que ça pousse vite que moi. Toi, tu as du gaz dans la barbe. Moi, j'en ai pas pantoute. T'sais, moi, ça prend beaucoup d'efforts pour avoir ça. Là. Je deviens pouilleux assez vite. Ouais. Je te le confirme. Mais c'est-tu une partie qui se transfère, ça? Ben, j'aimerais ça que ça se transfère en arrière de la tête, là, mais en tout cas, ça, c'est une autre histoire. Benoît Paquette, où elle a l'ADA, elle n'y est pas. Non. Elle n'y est pas.
Donc, oui, on va vous parler de la Charger dans quelques instants, la nouvelle Charger Daytona électrique que j'ai pu aller conduire. 2024? Ouais, c'est un peu drôle. Je vais vous donner presque tous les détails parce que embargo de publication sur les impressions de conduite. En même temps, il y a beaucoup de viande qu'on peut partager sans qui que ne ce soit concerne pas voilà. les impressions de conduite. Voilà. Bon, mais avant tout, on y va avec la charade? Oui, que tu as rédigé, toi. OK, c'est la mienne, parce qu'on C'est la avait tienne. chacun une, j'étais tout mêlé. Ben oui. Bon, j'y vais. Et c'est mal écrit, mon affaire, là. Le premier, C'est pour ça que je te laisse la lire. on qualifie ainsi notre ancienne amoureuse ou amoureux. Ça, c'est mon premier. D'accord. Mon second, c'est la 16e lettre de l'alphabet. Mon troisième, TVA, jadis métropole... on recommence. Mon troisième, TVA, jadis Télémétropole, était aussi connu sous le nom de Canal. Mon quatrième est une marque d'automobile disparue en 2016. Alors, je conviens que c'est écrit tout croche. Là, je l'ai fait sur le coin de table en faisant le souper. Parce que ce que vous savez pas, c'est que chaque fois qu'on fait un live, On mange avant. on mange avant et Germain vient manger à la maison. Et d'ordinaire, c'est ma conjointe Catherine qui, honnêtement, s'occupe du souper pendant qu'on se prépare, mais étant absente pour question de party de Noël ce soir. Et il n'y a pas souvent de critiques, on est bien Non, nourris. on est bien nourris, ça va. C'est un avantage social. Mais non ce soir, imposable. j'ai dû cuisiner. Bon, Faire cuire des pâtes. c'est pas mal ça. Hein. J'ai pas mal pris la sauce de notre ami du pub sympathique que j'ai mis dans un chaudron. J'ai fait chauffer des nouilles. On a mélangé le tout et on s'est régalé. Et nous sommes maintenant assis dans le chaudron. Oui. Oh, quand même. Voilà. Alors, je répète. Peux-tu répéter parce que c'était semi-clair? Ouais. As-tu bien mangé, Germain? Il n'y a personne qui l'a eu à date. Merci, Martin, pour les étoiles. Infinity, des rabais monstres présentement, une vente de feu. Oui, pas le choix. Et c'est Kevin qui dit ça. Bon, alors mon premier, on qualifie ainsi notre ancienne amoureuse ou amoureux. Mon second est la 16e lettre de l'alphabet. Mon troisième, TVA, jadis Télémétropole, était aussi connu sous le nom de Canal. Hein? Mon quatrième est une marque d'automobile disparue en 2016 et mon tout est un VUS lancé en 1997. L'as-tu trouvé? Non. Non? J'ai les deux premiers. OK. Mais ton Télémétropole... T'es peut-être trop jeune pour te souvenir de ça. Oui, mais... Mon troisième, TVA, jadis Télémétropole, était aussi connu sous le nom de Canal. C'est sûr que ta mère le sait. Il y en a qui ont trouvé la bonne réponse. Ah oui, ça sort, tranquillement. Ah, on va OK, l'avoir. OK, je comprends. On va l'avoir. J'ai fait les chiffres dans ma tête. Bon, oui, c'est beau. Fait que, on donnera la réponse à la fin. Je conviens qu'elle est complexe. Ben, complexe ou du moins mal rédigée. Disons ça comme ça. Soyons humbles. C'est ça. Bon, la Charger. Oui. Pose tes questions. Pose les questions. Bon, ça va-tu bien? J'ai pas le droit de donner d'impression de ben là, conduite. OK. Ça va-tu mal? Hein? Ça va-tu mal? Je dois t'avouer d'emblée que je m'étais pas beaucoup attardé à cette auto-là. Tu connais mon scepticisme. Ben, c'est comme si on n'y croyait plus. On n'y croyait pas vraiment que cette voiture-là allait arriver. Et encore moins en 2024. Ouais. Finalement, par un miracle quelconque, est-ce que c'est un miracle de Noël? Bonne question. Mais Stellantis arrive avec cette voiture-là. Nouvelle plateforme, nouvelle batterie, en Amérique du Nord du moins. Ouais. Technologie qu'on n'a jamais vue avant. On ramène une Charger 2 portes. Ouais. Pour moi, c'est... Oui, mais la 4 portes arrive dans 3 mois. Je le sais. Oui. Mais on a une Charger 2 portes. Ça fait depuis les années 80 qu'on n'a pas de Charger 2 portes. Ben, la dernière Charger 2 portes. C'était le K-Car... Ah, OK, oui, si tu considères ces Chargers-là, OK, oui. Mais c'est pas grave, ça fait quand même... ouais, c'est un Omni 024 Sport, là. Ça fait presque 40 ans, tu sais, ouais. que c'est correct. Mm-hmm. Mais, donc, c'est vraiment un grand retour. Et là, j'ai vu forcément beaucoup de photos circuler, incluant les tiennes. Je me suis attardé à la voiture, on a parlé des prix. Il y a une sacrée belle gueule. J'ai étudié les deux versions. Ouais. C'est vraiment une belle bagnole, là. Mais j'échange mon BZ4X pour une Charger EV tellement. Ben oui. Ah, mais écoute, je peux partir dans toutes les directions, là, mais la première chose que je vais te dire, c'est que
on est allé, on est allé vas-tu le dire, en Arizona Oui. pour mettre à l'essai cette voiture-là qui est fabriquée à Windsor, en Ontario. Et une des premières choses que vous devez savoir sur cette auto-là, c'est que le tour de force de Stellantis, c'est qu'on l'assemble sur la même ligne de montage que la Chrysler Pacifica puis la Chrysler Grand Caravan. C'est improbable. Pas une ligne à côté dans la même usine, la même ligne. Donc ça veut dire que sur la ligne, on peut avoir 2 Chargers suivis de 3 Pacifica. Mais ça fonctionne par commande. OK. Ça fonctionne par commande. Mais l'outillage est différent. Il y a on a réoutillé, commun, c'est ça, tu as tout compris. Et ça montre la polyvalence de cette usine-là qu'on a réoutillée, qu'on a modernisée. Moi, ça m'impressionne énormément. Et j'ai parlé beaucoup avec des ingénieurs là-bas parce que veut pas, sky is the limit pour l'usine de Windsor en Ontario. Et je vous invite, je sais que ça n'a pas été partagé beaucoup, là, mais pour ceux qui sont un peu curieux, après que le live soit terminé, vous irez voir ça, media.stellantis.com, allez cliquer sur l'onglet États-Unis ou Canada, peu importe, et là, vous allez tomber dans les sous-marques, vous allez accéder à Dodge et vous allez voir tout ce qu'on appelle le B-roll, tous les vidéos qui ont été faites avec la Dodge Charger depuis le véhicule concept en 2022 jusqu'à aujourd'hui. Et il y a un des clips qui est là où on voit pendant 2 minutes les Chargers et les Pacifica défiler les unes en arrière des autres sur la chaîne de montage. C'est vraiment fascinant de voir ça. Moi, je trouve ça fantastique. Et c'est le truc qui m'impressionne le plus. Et c'est pas dur. Moi, ce que ça me laisse croire, c'est que, bon, on sait que Sky is the limit avec cette plateforme-là qui va aussi accueillir des motorisations à essence. Alors, la plateforme STLA, c'est une plateforme sur laquelle tu vas pouvoir greffer de l'hybride rechargeable, des moteurs à essence traditionnels, du 100% électrique. C'est totalement modulable. Ce qui veut dire que la prochaine génération de fourgonnettes Chrysler, parce qu'il y en aura une, semble-t-il, elle sera 100% électrique ou à essence traditionnelle. Mais avec cette même plateforme et universelle modulable. C'est sûr. Et on va être dans le 4 roues motrices mur à mur, parce que dans les faits, ça prend ces 2 moteurs électriques-là pour avoir une puissance adéquate. C'est des moteurs qui font à peu près 225-230 chevaux chacun. Dans le fond, c'est 456 chevaux pour une Charger RT, Daytona RT, divise par 2 pour la puissance de chacun des moteurs, parce que c'est 2 moteurs parfaitement égaux. Et il y a un bod qu'on appelle Power Shot, c'est un bouton qui est sur le volant. Tu appuies là-dessus, tu as 40 chevaux supplémentaires pendant 10 minutes. Et ce qui est un peu drôle, c'est que ça fait là, je peux pas te donner d'impression de conduite, là, mais disons que le spectacle que les écrans te donnent quand tu pèses là-dessus est beaucoup plus impressionnant que la vraie puissance que tu vas chercher. Tu auras compris ce que je veux dire. On met un peu de feu d'artifice et un peu de poudre aux yeux. Oui. Tu as l'impression, quand tu pèses sur le bouton, à regarder les images, que tu as 200 forces en renfort. C'est pas ça. Mais bref, on a développé une machine, une plateforme où tout est possible. Puis évidemment que ça pourrait même servir à des camionnettes de taille intermédiaire, à tout ce qu'on va pouvoir faire dans le futur. Je pense que c'est quand même un sacré tour de force d'une compagnie qui va extrêmement mal. On va en parler un peu plus tard, mais... est-ce que c'est pas finalement, il n'y a pas dans ça une lueur d'espoir? C'est la bouée de sauvetage qu'on avait besoin. Parce qu'on sait que les concessionnaires trouvent le temps extrêmement long depuis quelques mois. Certains sont à vendre, il y a eu des transactions, d'autres ont fermé. J'ai les chiffres de vente ici annuels, on va en reparler tantôt, là, mais je vais vous dresser un portrait d'où se situe Stellantis par rapport à Ford et GM en ce moment. Ça va vous donner une idée. Ça n'a pas de sens. Mais alors, il y a là, finalement, un peu d'espoir. Il y a énormément d'espoir parce que, bon, alors cette plateforme-là va servir au Wagoneer S. Y aura-t-il des versions à essence du Wagoneer S? J'en suis persuadé. Oui. Évidemment, on peut pas passer à côté. Le fameux crossover de Chrysler qui va peut-être un jour arriver, ça aussi, ça va utiliser ce truc-là. La prochaine génération du Cherokee, peut-être. Tu sais, je veux dire... C'est une plateforme très modulable. Et pour vous donner une idée de l'échéancier, là, alors on lance... En ce moment, là, ça arrive chez les concessionnaires dans les jours qui viennent, les Charger 2024. Daytona qui désigne la version électrique. Pourquoi?
parce qu'on veut surtout pas écrire électrique ou EV sur l'auto, là. Ça, je vais y revenir. Mais il y a une version RT puis il y a une version Scat Pack. Ouais. Et ça arrive en ce moment. Il y aura quelques milliers d'unités 2024 de fabriquées, mais déjà on fabrique les 25, là. Ouais. OK? Et pourquoi on a une 2024? Parce que on voulait pas laisser un trou d'un an, mais surtout parce que il semble que en gardant le même nom d'un modèle, puis en conservant une fabrication continue aux yeux d'instances américaines quelconques, ça facilite l'homologation. Ah, OK. Fait que s'il y avait eu un trou d'une année, il aurait fallu faire des travaux supplémentaires de plus qu'on n'a pas à faire parce qu'on a des Model Year 24. C'est comme une nouvelle génération de la Charger. T'as tout compris. OK. Bon, fait que c'est la principale raison, c'est ça. Okay. Mais évidemment que c'est des 25 là, qui vont arriver. Oui. Puis, est-ce qu'on doit s'inquiéter de la fiabilité de cette auto-là? Parce que oui. Comme n'importe quel véhicule électrique qui est parti, qui est conçu à partir d'une feuille blanche, là. Ou n'importe quelle nouvelle technologie avancée par Stellantis. Mais tu vois, ça m'inquiète moins ça. Oui. Que ce que tu vas avoir dans le Ram Revolution, où là, tu vas tout avoir. Oui, et là, d'avoir l'harmonie. C'est ça. Où tout va devoir fonctionner en même temps. C'est ça. Là, écoute, c'est pas tant. Tu sais, je veux dire, tu as une batterie, tu as 2 moteurs électriques. Ouais. Il va y avoir des problèmes de software? Probablement, avec des mises à jour, tu sais, bon. Mais je veux dire, il va-t-il y avoir des problèmes de batterie? En même temps, le groupe Stellantis en fabrique des électriques depuis plusieurs années du côté de l'Europe. Fait que c'est pas comme si on n'en avait pas. C'est juste qu'en Amérique du Nord, on a boudé ce marché-là, littéralement, là. Mais c'est assez fascinant parce que, bon, je vais vous parler du produit après, mais il faut que je vous parle de la stratégie de prix de cette auto-là, qui est fascinante. Combien ça coûte une Ion X5 propulsion de base, avant les crédits, là? 59? 58 000 $. Une Charger, transport, préparation inclus, là, je te dis, là, 496 chevaux, 496 km d'autonomie, 4 roues motrices, 5 places, très spacieux, beaucoup d'espace à l'arrière. Ah, OK. En arrière, en passant, là, il y a plus de dégagement que dans l'ancien modèle, même si c'est un 2 portes. Puis que tu prennes un 2 portes ou un 4 portes, c'est exactement la même auto. Okay. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que les proportions, la shape, l'habitacle, il n'y a rien qui change entre un 2 portes et un 4 portes. C'est juste la coupe puis les portières. Okay. Donc, c'est exactement les mêmes dimensions, même empattement, même espace intérieur, même coffre, tout. Okay. C'est un haillon. Donc, c'est une auto super pratique. Tu as 650 litres de volume utilitaire en arrière des sièges. Tu as plus de volume utilitaire dans une Charger que dans un Hornet. Qui est supposé être un VUS pratique. Tu sais, c'est drôle, là. Versus un coupé. Fait que, tu sais, tu regardes le produit, c'est moins cher qu'une Ioniq propulsion. Mais comment on peut expliquer ça? Alors, c'est 54 995 plus les frais de transport. 2695 de frais de transport. Rendu là, on s'en fout. Le prix est extrêmement agressif. Là, tu vas me dire, ça reste un char de 55 000 $. OK, mais t'en as beaucoup là, pour le prix. Et comment on peut arriver avec ça? Parce qu'on sait développer un nouveau produit électrique, une nouvelle plateforme, c'est excessivement coûteux pour un manufacturier. Alors, regarde bien. Puis, au fil du temps, on voit les prix, on a vu les prix abaisser légèrement au fil des années parce qu'on amortissait les coûts de recherche et développement. Mais là, on arrive directement avec une tarification qui est assez agressive. Ce qui est fascinant, c'est que la même voiture aux États-Unis, elle est 59 595 US. Donc là, tu as une auto qui, en américain, coûte 5 000 $ de plus qu'en canadien. Mais comment ça? Parce que Chrysler voulait avoir une auto qui se qualifie au plein crédit canadien. Pour combien? Alors, on a décidé de baisser les prix, de les mettre au plancher pour être capable d'aller chercher un maximum de clientèle ici. Sauf que la stratégie est quand même pas folle. C'est-à-dire que tu as une Daytona RT de base. Là, tu peux mettre 15-20 000 d'options dans l'auto, c'est pas compliqué. Mais tu peux aussi prendre
en fait, si tu mets 15-20 000 d'options, c'est-à-dire le groupe Plus, puis le groupe Sun and Sound, avec le toit vitré, avec le gros système audio, t'as beaucoup d'options que tu peux aller mettre, là. Ça vient en 18 pouces, tu peux mettre des 20 pouces, bon. Mais tu peux aussi prendre l'ensemble Scat Pack, parce que contrairement aux États-Unis, on a fait du Scat Pack un groupe d'options et non pas un modèle. Ben oui. Et ça, c'est 32 000 $ de plus. Et on profite toujours des plans crédits gouvernementaux. Fait que là, cette voiture-là, avec les frais de transport, est 88 200 $. Oui. Et là, tu peux encore ajouter 20 quelques mille piastres d'options. Alors, tu es rendu à au-dessus de 105 000 $. Même, j'en ai monté une à 111 090 $ en ligne, là. OK? Mais et tu as encore le 12 000. La voiture se qualifie quand même. Mais là, attends un peu. Ce qui est assez particulier, c'est que quand tu achètes une auto de plus de 100 000 $ au Canada, tu as une taxe de luxe qui s'applique. Oui. OK? Mais comme il y a un 12 000 qui vient s'appliquer dessus, si tu retires le 12 000, ben là, il n'y a plus de taxe de luxe qui s'applique. Donc, c'est une grosse économie. Hein? Non, mais attends. Moi, là, j'ai demandé au concessionnaire, j'ai demandé à la Société de l'assurance automobile du Québec, il n'y a personne qui est capable de me répondre. Ah, on n'a jamais vu ça, une situation comme ça. On ne sait pas. Les concessionnaires ne savent pas quoi facturer, là. Ben, c'est quand même un sérieux problème parce que les premières unités ont commencé à arriver. Ouais. Fait que là, si c'est un Scat Pack au bouchon, tu donnes le 12 000 de crédit, mais est-ce que tu charges la taxe de luxe pour une auto de plus de 100 000 aussi? On ne le sait pas. Ça, c'est. Mais ça. Et là, est-ce que des versions pas chères, entre guillemets, on va en avoir ou c'est purement théorique? Bon. J'ai parlé à un groupe qui a 3 concessionnaires Chrysler dans la grande région de Montréal, Duclos, pour ne pas le nommer, qu'on salue. Lui m'a sorti, j'ai pas les chiffres exacts dans ma tête, mais c'est genre, pour les années modèle 24, il reçoit genre 9 RT puis 20 Scat Pack. OK. Fait que c'est pas comme si des RT, ça existait pas, mais c'est évident qu'au début, on rentre des modèles plus luxueux. Et on peut imaginer qu'il y a un engouement aussi pour ces modèles plus luxueux et performants, là. Mais moi, j'ai pu conduire les deux. Je te donnerai pas d'impression de conduite. Mais si aux États-Unis, passer d'une RT à 59 000 $ à une Scat Pack de 73 000, c'est pas trop pire, parce qu'aux États-Unis, l'écart de prix est de 14 000 entre les deux. Okay. Mais chez nous, il est de 32 000. Donc, le Scat Pack reste au même prix, c'est le RT qui est moins cher. C'est ça. Okay. Fait que j'ai bien envie de te dire que, tu sais, quand tu regardes les deux offres, c'est la RT qui est le deal, là, pas la Scat Pack. Mais aux États-Unis, mais la différence est plus équitable. OK. Mais c'est sûr que la Scat Pack est plus performante, pas juste en ligne droite, là. Je veux dire, bon, t'as des freins de 16 pouces, 16,2 pouces aux 4 roues, t'as des pneus gigantesques, t'as une suspension autopilotée, c'est-à-dire avec des modes de conduite. Tu sais, il y a beaucoup plus de viande en termes de dynamique de conduite. Mais la vérité, c'est que une RT, avec quelques options, tu as une sacrée machine entre tes mains pour le prix. Il n'y a rien qui arrive avec ça en termes de rap. Ce que tu obtiens pour le prix dans l'électrique, il n'y a rien, là. C'est le prix d'un Equinox 2 LT. C'est fascinant parce que ces dernières années, Stellantis est arrivé... C'était cher, c'était effrayant. Les nouveaux produits étaient extrêmement coûteux. Pense au Hornet, quand il est arrivé dans sa catégorie, c'était beaucoup trop cher. On a levé la main. Wagoneer, Grand Wagoneer, on est arrivé avec des prix qui n'avaient aucun bon sens. Germain, oui. un Hornet hybride rechargeable, c'est plus cher qu'une Charger RT. C'est plus cher. C'est quoi la joke? Tu sais, c'est pour ça que je te dis. Mais qui va acheter un Hornet? Ben, ça se vend déjà pas, là. Je te le dis tantôt. Oui. Mais la Charger, pour moi, c'est un hit. Je te le dis, là. Je suis vraiment pas dans le marché de m'acheter une auto en ce moment. Mais je sens qu'il y a des fourmis un peu. Elle me fatigue, pas à peu près. Ça... Bon, puis il faut que je te dise un autre truc. J'ai trouvé ça fascinant. Pourquoi je voulais vous mentionner qu'on était en Arizona, à Scottsdale? Oui, parce qu'il y a une piste là-bas. Bon. On nous a amenés sur la piste un circuit qui s'appelle Radford, qui est anciennement l'école de pilotage de Bob Bondurant. D'accord. Qu'on a renommé.
qui est un endroit fascinant. Les gens sont passionnés. Ils ont une association évidente avec Stellantis parce qu'ils ont des Chargers, des Challenger L4 pour les écoles. Puis bon, il y a beaucoup d'activités. Des véhicules à essence? Oui, il y en a beaucoup. Étonnant. Puis le soir, il y avait des camions avec des remorques qui arrivaient pour des gars qui allaient faire de la piste, du drag, toutes sortes de bébites. J'ai vu un gars arriver avec un pick-up Ram 76 avec un L4 en dessous du capot. Je me dis, ces gens-là font bien d'en profiter parce que d'ici quelques années, ils vont avoir bien du mal à trouver de l'essence. Oui, c'est ça. Aussi bien en profiter tout de suite. On salue le ministre Benoît Charette. Oui. Mais une vraie piste de passionnés. Alors, on a pu conduire les voitures sur la piste, évidemment, pour qu'on puisse découvrir à quel point c'était dynamique, puis c'était pas des grosses enclumes ultra pesantes, tout ça. Impression de conduite, on y reviendra. Mais quand on nous a fait de la présentation, on est arrivé avec une voiture. On nous a dit, voici le nouveau muscle car de Dodge. Ne considérez pas ça comme un véhicule électrique. Vous n'entendrez pas parler de temps de recharge, de bornes, de thermorégulation, de ci, de ça. Ça ne nous intéresse pas. Nous, on vous présente un muscle car qui va vous faire triper et on veut garder la même ADN que ce qu'on avait avec les anciens modèles, mais en s'adaptant avec les technologies d'aujourd'hui. Ouais. Et là, on te présente une bagnole qui a des lignes carrées, qui n'a pas de l'air d'un toffee fondu au soleil comme la nouvelle A6, comme une EQS, comme une Tesla, comme, tu sais, parce que toutes ces voitures-là ont la même shape, ont toutes un CX de 0,21, puis ils sont toutes bien bonnes, mais bien plates. Oui. La nouvelle A6, pour vrai, c'est le truc le plus ennuyant que j'ai jamais vu de Audi, là. Tu sais, Audi est une marque qui stagne depuis quelques années, mais ça reste des voitures très agréable à conduire, très bien développé. Une A6, une A4, ça reste pour moi des autos très sérieuses. La nouvelle A6, d'abord, tous les journalistes, moi j'ai pas pu la conduire, mais tous les journalistes qui ont pu conduire la A6 et la S6, ils disent la même affaire. Il n'y a plus de différence entre les deux. Ah oui, c'est la même affaire. L'écart est trop petit. L'écart est trop petit. Puis c'est sûr qu'une électrique, ben tu sais, tu joues dans le software. Oui, puis j'ai pas besoin de te dire, d'ailleurs, qu'entre une RT et une 4-pack, la différence de puissance est là. Mais on a joué avec les bébelles, tu sais, parce qu'essentiellement, c'est la même batterie, les mêmes moteurs électriques. Ben, tu sais, c'est ça. Oui, encore de tours de moins, c'est tout, là. Les tournevis un peu plus à droite, puis c'est un peu plus complexe que ça, mais bref. Michel O'Neill, il dit « Radford Experience compris dans l'achat d'une SRT aux États-Unis, mais pas pour le Canada. Ah, ouais. Michel, je dois aussi vous dire un truc. Cette école-là est tellement fascinante. Il y a diverses activités qu'on peut faire là-bas, mais le propriétaire du circuit est un homme qui a le cœur sur la main, qui est impliqué dans la course automobile depuis des années. Et à la conclusion de l'événement, on est allé souper chez lui. Alors, c'est rare que ça arrive, là. Alors, plutôt que le constructeur nous amène dans un restaurant traditionnel avec un repas 5 services, à son domicile. On est allé à son domicile. Vous devriez voir la maison. Oh, la moitié de la maison est à l'extérieur, mais peut aussi être à l'intérieur. Les télés, le bar sur 360 degrés. Là. Mais en plein quartier résidentiel, c'était fantastique. C'était vraiment, vraiment fantastique. Tu vois qu'ils vivent une vie là-bas qui diffère un peu de la nôtre, ne serait-ce que par les conditions météo puis le type d'habitation qu'ils peuvent avoir. Non, j'ai pas vu ça. Là. Okay. Non, pas en tout. Mais tu vois, ils n'ont pas la sauce à spaghetti du pub sympathique. Non, ils n'ont pas ça. Ils n'ont pas ça. Allez goûter à ça, d'ailleurs, c'est excellent. La sauce à spaghetti du pub sympathique, vous allez la retrouver dans les sous-marins aussi. C'est magnifique. Mais cela étant dit, c'est ça. Ils nous ont présenté cette auto-là comme un muscle car. Après ça, c'est quoi ta définition d'un muscle car? Hein? Parce que pour moi, un muscle car, c'est une brute épaisse qui marche en ligne droite. Mais c'est plus ça, là. Elle peut devenir agile, cette voiture-là. Oui, elle peut devenir Antoine aussi, s'il décide d'en acheter une. Mais... non, mais ça peut être une voiture agile, plus. Oui, oui, ça peut. Ça, je peux même te dire que ça l'est. Okay. Mais c'est ça. Et
Et là, bon, il nous présente, bon, il y a un tunnel de passage à travers la calandre qui vient faire un appui au sol, si vous regardez le design de l'auto, pour améliorer l'aérodynamisme. Mais c'est sûr que quand tu regardes la ligne de l'auto, tu te dis, ça peut pas être aérodynamique comme une A6 ou une EQS. Puis effectivement, le CX est à 0.29, ce qui pour une auto électrique, c'est pas particulièrement impressionnant. Pour vous donner une idée, c'est exactement le même CX qu'une Audi 5000 de 1984. Donc, il n'y a pas de grande révolution là. Il n'y a pas de révolution là. Mais comme tu dis, enfin, quelque chose qui est différent, différent au look, là. Ouais. Merci Guillaume pour le commentaire. Ceux qui ont, il dit, j'ai vraiment aimé ton échange et discussion avec Éric Duhem. J'ai eu la chance de discuter avec lui à l'émission, au podcast du Guide de l'Auto. Vous irez voir ça en ligne. Vous allez le retrouver sur ma page YouTube, mais aussi sur le YouTube du Guide de l'Auto. Pas sur ma page YouTube, sur le YouTube du Guide de l'Auto, puis sur ma page Facebook, puis sur le site du Guide de l'Auto. Bref, vous pourrez trouver cette discussion-là. Mais pendant ce temps-là, moi, j'étais à l'émission de Benoît Charette pour parler du Salon d'auto de Los Angeles, comme quoi. Ah oui? OK. Oui. T'es sérieux? Oui. Ah, je savais pas. On salue Benoît. L'autre Benoît Charette. Ben, écoute, Benoît, je te lance une invitation parce que j'y pensais aujourd'hui. Ça fait tellement de fois que j'essaie d'avoir le ministre Benoît Charette en entrevue. Ça répond jamais à mes demandes. C'est étrange. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas interviewer l'autre Benoît Charette en prétendant que c'est le ministre des Transports, de l'Environnement. Et j'aimerais ça, Benoît Charette, que tu me répondes comme si tu étais le ministre de l'Environnement. Ça pourrait quand même être une drôle d'entrevue. En tout cas. Encore plus drôle si c'est pas filmé. Si c'est juste enregistré à l'audio. Ouais, c'est ça. Ça serait très drôle. Ouais, ça serait drôle. Mais enfin, bref. Kevin, il dit bon rétablissement pour Éric Duhem. Oui, parce que malheureusement, quelques heures après avoir... Tes questions étaient peut-être un peu coriaces. Il semble avoir... Oui, il y a eu un malaise cardiaque. Il y a eu un malaise cardiaque. T'aurais dû le ménager, là. Je le sais, je m'excuse. T'es dur avec tes questions. Ouais, je le sais. Mais c'est ça. Fait qu'on nous présente cette machine-là comme un muscle car. Et puis, tu sais, on nous parle de passion de design. On nous montre l'intérieur, les jeux de lumière, comment on a aménagé tout ça, des traits de design, des options. Tu sais, et tout est fait pour te faire oublier que c'est une électrique. Il n'y a aucun écusson EV sur l'auto. Il n'y a aucun... Tu sais, je veux dire, il y a un pistol grip comme levier de vitesse en dedans. Et c'est correct qu'on mette encore de l'avant la passion, parce que même si c'est un moteur électrique, deux moteurs électriques, ça peut rejoindre une part de passionnés quand même. On sait très bien que cette voiture-là, on va la vendre à des gens qui n'ont jamais eu d'électrique avant. Et qui ne pensaient peut-être pas en avoir de sitôt en plus. Puis, tu sais, on va revenir avec les chiffres de vente tantôt, là. Mais, tu sais, nous, là, au Québec, on regarde l'électrique d'un œil très différent du reste de l'Amérique du Nord. Certainement. Juste le Chevrolet Equinox V qui se vend comme des hot dogs en ce moment, là. Il est arrivé... Des hot dogs dans le temps où ils étaient 89 cents. Oui, c'est ça. Oui. Bon, alors, tu sais, Israël, il dit le six-pack était-tu à la présentation? Alors, non, mais, bon... Je vais faire une aparté, là. Oui. Non, le six-pack n'était pas à la présentation, mais ce qu'on nous a dit qu'en termes d'échéancier, c'est que dans 3 mois, on va lancer la Charger Daytona 4 portes. Donc, dans 6 mois. Donc, essentiellement, pour la première moitié de 2025, il va y avoir une gamme complète de 2 portes, de 4 portes. Et, pardon, à partir de l'été, les versions à essence vont arriver. Donc, en Noël l'année prochaine. Vois ça comme tu voudras. Mais ce que ça veut dire, c'est que il y aura et ce sera quoi la mécanique dans des versions à l'essence? Ce sera le moteur Hurricane? Hurricane, 420 chevaux. Ça sera pas vilain, ça non plus. Mais là. ça, c'est le moteur de base. Hurricane, 420 chevaux dans la 4 portes. Hurricane HO, 550 chevaux dans la 2 portes. Mais même 400, c'est déjà beau, là. Puis 4 roues motrices. Hey, ça va être bien, là. Puis attends. On travaille déjà. Il n'y a plus de berline américaine régulière. Là. Exact. Michel, il dit, je pense que la Bolt va prendre le bord. Mais, non seulement ça, mais on travaille actuellement à développer des police packs en électrique et en essence. OK. Et le président de Dodge aux États-Unis, sur mon cellulaire, ça, j'ai trouvé ça très cool. Il n'a pas voulu me partager la photo, là. Mais il m'a montré un prototype d'une Charger décapotable qui a été
travaillé par Drop Top Custom. Ouais. Alors, le concept existe déjà. C'est une coquille, pas de mécanique, mais bref, on va reprendre essentiellement le même procédé qu'on avait avec la Challenger de précédente génération, avec une entente de Drop Top Custom, mais qui va être mise en place rapidement. Là. Ouais. Alors, pour le marché canadien, ça va peut-être être un peu plus complexe, mais aux États-Unis... Il n'y a jamais eu trop ces partenariats-là au Canada. On est privé de bien de ces belles choses-là. Parce qu'aux États-Unis, essentiellement, Drop Top Custom, c'est une compagnie floridienne qui transforme des voitures à toit rigide en décapotables, font un super beau travail. Et il y a une entente avec Dodge pour que ces voitures-là soient vendues en concession, garantie par Dodge, mais c'est pas eux qui prennent la charge de fabriquer la voiture comme ça. Et il n'est pas question qu'ils fassent des décapotables à l'usine, ça c'est sûr. Fait qu'on va garder... C'est très complexe là, de faire une voiture décapotable à la chaîne comme ça. Ouais. Ça demande beaucoup plus de pièces. C'est pas intéressant ni rentable pour un manufacturier de faire ça. Non, c'est ça. Fait que ça, j'ai très, très hâte, par exemple, de voir l'évolution, le Police Pack, la gamme ultra complète. Puis, évidemment, qu'ils nous ont dit, et ça, ce n'est que le début. Fait que on s'attend à des L4, à des tout ce que tu voudras. Il y a des rumeurs chez Motor Trend concernant la possibilité du retour d'un V8. J'y crois un peu moins. Mais Dodge étant Dodge... Comment on peut intégrer un moteur V8 sur une plateforme comme ça? Je sais pas. Ben, c'est pas juste de l'intégrer, c'est de pouvoir l'homologuer aussi. Là. Oui. Tu sais, fait que bon, on verra ce qui arrivera, mais ça risque d'être quand même assez intéressant de voir toute l'évolution. C'est pas fini, c'est pas mort, là. Ce qui est certain, par exemple, c'est qu'il n'y aura pas de Magnum basé là-dessus. Ah, non, ça, il n'y en aura pas. Les voitures familiales, ça n'arrivera pas. Et Michel qui mentionne le retour de Tim Kucinskis, oui. Qui était chez Dodge, justement. Qui ont sorti de la retraite. Ils l'ont sorti de la retraite au jour où Tavares s'est fait sacrer à la porte. Oui. Puis là, il revient chez Ram. Alors, on va peut-être finalement avoir un Dakota revenir. Peut-être. C'est ça. Mais le Police Pack va savoir le son artificiel du V8. Si vous avez suivi ma page Facebook, vous avez peut-être vu la vidéo que j'ai partagée. Là. Là, je m'en allais parler de chiffre de vente, puis bon, là, mais on y reviendra après. On peut parler du son. Du frat zone. C'est pas une impression de conduite, hein, ça? Non, c'est une impression auditive. Et on a un ami qui a commenté en disant que ça lui rappelait le son de cailloux dans un malaxeur. Et ça m'a beaucoup fait rire, parce qu'en le réécoutant une deuxième fois, ça ressemblait un peu à ça. Ben, en fait, on y croit pas vraiment. Ben, regarde bien. Regarde bien ou écoute bien? Écoute bien. Okay. Si tu es sur le trottoir et qu'il y a une auto qui passe devant toi, et que la sonorité est en... Parce que tu as des modes de conduite, là. Alors, si tu es en mode auto, tu l'entends à peine. Oui. Tu l'entends un peu de l'intérieur, mais tu l'entends à peine. Dès que tu mets ça en sport, là, ça gronde un peu plus. Si tu mets ça en mode track, ça devient violent. Tu sais, ce que j'ai écrit dans mon texte qui va être diffusé dans 2 jours, là, c'est que c'est tellement loud, c'est tellement bruyant que tu pourrais te faire arrêter par la police pour un échappement non conforme. Alors qu'il n'y a pas d'échappement. Je trouve ça très drôle. Fait que ce que j'ai écrit dans le texte, c'est vous allez pouvoir contester votre ticket, il n'y a pas de problème. Mais c'est très, très loud. Est-ce que la broche va rentrer quand même? Je sais pas. OK. Je sais pas. Mais parce que c'est un système de résonateur qu'ils ont placé en arrière, là. OK. Puis et tout ça est artificiel. Tout ça est artificiel. Mais c'est ça. Quand la voiture passe devant toi, pour vrai, tu te tournes la tête, t'es sûr que c'est un V8. Mais quand tu... Ah, pour vrai. Mais quand tu démarres l'auto, là, c'est Darth Vader, c'est une navette spatiale, il n'y a rien qui a du bon sens. Quand tu es à l'intérieur de l'auto. Puis quand tu démarres la voiture, puis quand tu donnes des coups d'accélérateur, ben, tu sais, tu vois que, ça ressemble à un V8, mais c'est pas ça. On est comme dans Gran Turismo. La seule fois où tu y crois vraiment, c'est quand l'auto passe devant toi. Puis l'autre truc, c'est que quand tu accélères avec l'auto, là, tu fais un 0-100 ou un 0... Écoute, moi, j'ai fait un 0-180 quasiment, là, sur circuit, là. Puis, ben, tu sais, il y a un truc qui est très cool avec l'Ioniq 5N, c'est qu'on simule des passages de vitesse de très belle façon. Là, tu as le feeling d'une CVT. Ça marche pas. Tu sais, ça marche pas. Ça finit plus. On a l'élasticité, là. Et
à vitesse de croisière, Ouais. tu sais, je discutais de ça justement avec un ingénieur. Je dis, à vitesse de croisière, un MI, là, ça tourne quoi, 1800 tours? Quand tu roules 110, l'autoroute, là. Oui, ça dort. Ça, là, t'as l'impression que ça va être 3008. OK. Ça marche pas, là. Tu roules 110, mais ton 8 cylindres, il vire ben trop haut. Fait que, il y a une coupe d'affaires de même, là. Tu sais, moi, là, c'est pas dur, là. Au bout de quelques minutes, je cherchais dans l'écran comment l'éteindre, puis j'en voulais plus. Parce que tout ça est simulé, puis on n'y croit pas tant que ça. Ouais. On sait que c'est pas vrai, c'est difficile. Correct pour le show, là, mais c'est ça. C'est difficile d'y croire. C'est ça. Mais c'est pas difficile d'y croire quand l'auto passe sur la rue. Je te dis, si tu vois passer l'auto sur la rue puis que le son est activé, tu vas croire que c'est un 8 cylindres. Ça, oui. Wow. C'est impressionnant. Ouais. Fait qu'en tout cas. Je voulais souligner la qualité d'assemblage de ta voiture, quand même. Qu'est-ce qui s'est défait? Il y a une moulure quelconque. Ah, une moulure American Motors. Voilà. Elle est en aluminium, hein, quand même. Les 3 pins sont toujours là. Il niaisait pas là-dessus. Ouais, mais les petits caoutchoucs sont, en tout cas, bon. Voilà. C'est ça. Mais je reviens sur les chiffres de vente parce que, tu sais, on a un rapport à la voiture électrique au Québec qui est complètement différent du reste de l'Amérique du Nord. Puis vous n'avez pas idée à quel point une voiture électrique, c'est une image péjorative aux États-Unis. Il y a des gens qui ont ça en horreur. Puis, tu sais, il y en a pour qui c'est un véritable boulet au pied. Donc, on a voulu développer une voiture sans mettre l'emphase sur la technologie, mais en mettant l'emphase sur le produit. C'est correct. Tu vois jamais ça. Dans l'univers électrique, non. Ben non. C'est complètement écarté, là. On parle de kilowattheure, d'autonomie, de vitesse de recharge. C'est ça. Tu disais coefficient de traînée. C'est tout ce qui intéresse les gens. Puis tu sais, aujourd'hui... C'est-tu subventionnable ou non? C'est tout ce qu'on veut savoir. C'est ça. Alors, moi, aujourd'hui, j'ai parlé avec un concessionnaire Chevrolet. Et ils ont un succès incroyable avec l'Equinox EV. Ouais. Mais les gens achètent quoi? Le format, la polyvalence, l'autonomie, puis le prix. C'est ça qu'ils achètent. Il y aurait eu un autre logo, un autre nom. Mais attends. Il y a un truc, par exemple, que moi, j'ai fait. Il y a quand même quelque chose d'un peu désolant dans tout ça. Il s'est vendu 14 003 Equinox EV au Canada depuis juin 2024. C'est du stock. C'est du stock, OK? De ce nombre, 84,3 % ont été vendus au Québec. Ça me dit deux choses. C'est un succès sans précédent chez nous et c'est un flop monumental dans le reste du pays. Personne n'en veut dans le reste du Canada. Pourquoi? Parce que je te rappelle qu'on vient aussi de lancer un Equinox à essence. Ouais. De nouvelle génération, qui n'a rien à voir avec le modèle électrique. Mais qu'on ne voit pas ici au Québec. Personne n'achète ça, là. Ben non. Ils ont tué le produit littéralement au Québec. C'est passé sous le radar. C'était déjà pas un gros vendeur au Québec. C'était pas un véhicule. Ils s'en vendaient toujours bien une quinzaine de milliers par année au Canada, là. 20 000. Mais au Québec, c'était pas... Pas un gros vendeur, mais c'est quand même un produit important pour une marque comme Chevrolet. Là. Certainement. Ça reste un VUS compact avec un petit moteur à essence. Là, on l'a tassé complètement. On l'a complètement oublié. Ouais. Puis, dans le reste du pays, ben, c'est l'Equinox EV qui se vend pas. Fait que c'est comme si, à cause de nos subventions puis de nos habitudes, on se retrouvait dans un pays où le marché n'est pas le même complètement. Ça complexifie juste la commercialisation. Fait que c'est sûr que pour un concessionnaire québécois, actuellement, il n'a jamais vu autant de clients rentrer chez eux avec des Equinox puis des Blazers, puis c'est des véhicules qui coûtent quand même assez cher. Oui. Et probablement des clients qui n'étaient pas clients Chevrolet avant. Là. Très possible. Ou qui avaient peut-être une Bolt, là. Mais... Parce que dans les gens qui m'ont contacté à propos de l'Equinox EV, c'était pas des clients Chevrolet. Ben non, c'est des gens qui avaient des Forester, des Outback puis des CRV. Ouais, souvent, c'est ça. Fait que, tu sais, alors, j'ai hâte de voir comment la Charger Daytona va connaître du succès à l'échelle canadienne parce que, tu sais, même si, tu sais, je veux dire, en incluant les frais de transport préparation, si tu retires le 10 437 $ qui s'applique actuellement, l'auto revient à 47 000 plus taxes. Ouais.
elle va coûter 50 000 plus taxes en janvier 25. Puis évidemment que si tu t'en vas du côté de l'Ontario, ben évidemment, elle va coûter autour de 54 parce que tu n'as pas les crédits, parce que tu n'as pas le crédit québécois, là. Ça va coûter autour de 54 plus taxes. Ce qui est encore pas... Ce qui est encore un sacré bon deal. Fait que il n'y a pas d'argument tant que ça pour qu'on ne l'achète pas dans d'autres provinces. Si mais bien... l'Equinox électrique non plus, il n'y a pas d'argument. Ben oui, parce qu'un Equinox à essence, c'est bien moins cher. Oui. Un Equinox à essence, là, PDSF pour PDSF. Un 2LT... Je comprends. Un 2LT Equinox intégral versus un 2LT Equinox EV traction, il y a 18 000 $ de différence. Dans des provinces où le litre d'essence est encore moins cher que le... Tu sais, enlève le 12 000, c'est sûr. là, tu es à 6 000 $ d'écart, mettons, puis l'Equinox EV est à 0 %, l'autre, il est à 4,9 %. Qui revient au même prix, fait que les gens, ils se posent même pas la question au Québec, mais... Dans un contexte où tu es en Ontario puis tu n'en as pas de crédit, ben là, ton écart de prix est rendu à 12-14 000. Il n'est pas à 18 000 parce qu'il reste un 5 000 du fédéral. Là. Oui, mais l'écart est plus grand. Puis ben là, avant, et l'essence est moins chère. L'essence est moins chère et l'électricité est plus chère. Voilà. Fait que avant que tu mettes 12 000 $ de gaz là, sur ta location 48 mois, là, c'est sûr. Puis là, ben, tu as tout le problème des infrastructures, du coût des assurances, des pneumatiques, c'est bon, etc., etc. Fait que c'est ça, c'est une dimension qui est un peu particulière. Puis ça... C'est correct, j'ai lu sur Internet que tu étais contre les véhicules électriques. C'est ça. Je l'ai lu sur Internet. Ça doit être vrai, alors? Ah oui, il y en a qui n'ont pas trouvé ça drôle cette semaine. Mais regarde, c'est l'effet du balancier, on appelle ça comme ça. C'est correct. C'est quand tu as tout un mouvement qui te garoche ça dans la gorge, ben là, je fais comme, OK, mais ça serait peut-être le fun de aussi parler du reste. Il n'y a personne de l'autre côté du spectre. Hein? C'est ça. Bon, enfin bref. Fait qu'on en arrive au chiffre de vente. Ben, y a-tu d'autres choses? As-tu d'autres questions Charger, là? Non, mais toujours dans le volet hebdomadaire Stellantis, on avait glissé un mot sur Alfa Romeo. Ouais. Il y a 2 semaines, quand on parlait de la stratégie de Fiat, est-ce que ça n'aurait pas été finalement une bonne idée de réintégrer Fiat, mais plutôt chez Alfa Romeo, plutôt qu'un Ram classique, puis un Grand Cherokee? Et là, ce que j'ai vu, c'est que un des concessionnaires Alfa Romeo, qui avait sa bâtisse indépendante, déménageait dans un concessionnaire Dodge 500 mètres plus loin. Fait que, le plus gros, là? Genre celui qui en vend le plus? Ben oui, c'est quand même pas beaucoup, mais ouais, exactement. Fait que là, je sais pas si... Combien est-ce qu'on a vendu d'Alfa Romeo cette année au pays? Au pays, bonne question. Je sais pas. Alors, je sais pas si c'est une tendance qu'on va observer ailleurs au pays, dans la province. Mais rappelle-toi qu'on avait fait un peu la même chose avec Infiniti, c'est-à-dire on peut pas justifier d'avoir un énorme terrain puis une bâtisse commerciale pour vendre si peu de voitures et d'avoir si peu d'achalandage avec une gamme aussi restreinte. Alors, je te le donne en mille. Oui. Alfa Romeo au Canada, année à date, c'est-à-dire au 30 novembre, a vendu 827 autos. C'est moins 20,6 % par rapport à l'année passée. Qui était déjà pas bonne l'année passée. Là. Puis là, parlons de Stellantis tandis qu'on est là. Ben oui, on n'avait pas encore parlé de Stellantis cette année. Alors, mais tu vois, attends, juste pour finir avec Alfa Romeo, ça va être un sacré défi de distinguer ta marque d'un Ram puis d'un Grand Cherokee quand tu vas être complètement perdu dans un showroom de Dodge, là. Ça n'a aucun sens. Tu vas acheter quoi? Un Tonale et un Hornet? Ben, ni l'un ni l'autre dans la vérité. Mais là, d'avoir les deux côte à côte, ça devient... Tu vas avoir un Stelvio à côté d'un Grand Cherokee. C'est vraiment pas de mettre en valeur ta marque de luxe et de prestige, entre guillemets. Là. Non, mais si on a permis au concessionnaire de le faire, c'est parce qu'on a fait, c'est ça où on perd le brand. Ben, je le sais bien. Mais tu sais, verrais-tu, toi, Audi débarquer chez Vaux, créer un mur avec des paravents? Ben,
Verrais-tu Infiniti collé sur un Nissan? Ah, oui, c'est ça qui arrive. C'est ça qui est, c'est exactement. Pourquoi on n'en vend pas? Ah, parce qu'on a réalisé que, ah, c'était la même affaire. Tu sais? Oui, oui Bon. parle des chiffres de Stellantis, mais on pourra parler des chiffres de vente d'Infiniti aussi. Ouais. Mais Infiniti, cette année, ça, Oui. pas que ça va bien, mais il se pas en baisse. D'accord. J'ai Fait qu'ils vont avoir un party de Noël. J'ai les ai devant moi, en fait. Ils vont avoir un party de Noël? Ils vont avoir un party de Noël. Ah, c'est une bonne nouvelle. Ça. Mais tu vois, Infiniti sont en hausse de 1% cette année. Nissan est en hausse. Champagne? T'as-tu un petit frigo à champagne dans la grosse boîte? Nissan, là, qui est dans la smoule à l'échelle mondiale, c'est 14,3% d'augmentation cette année. OK. Au Canada, là. Fait que c'est pas, ça va pas si mal au Canada, Nissan. Localement, c'est Ouais. encore pas pire. Stellantis. Le groupe au complet, moins 19,5% année à date. On lâche pas. Ça, c'est à l'échelle canadienne. 19%. Ouais. Alors, bon, Chrysler, je t'en parlerai pas parce que ça donne rien. Ouais. La Fiat 500e, on en a 982 de vendus au Canada à date. Puis on voulait quoi? En vendre plus de 2000 annuellement. ouais, là. c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, on est loin on est des off. objectifs. Là. Alfa Romeo, je vous l'ai dit. Dodge, on est à moins 21%. Oui. Compréhensible, mais il n'y a plus Oui. de Charger Challenger. Exactement. On est vraiment dans la, Tu sais. dans la reconstruction, dans une période de transition. Ouais, là, c'est un peu ça. comme le Canadien depuis la dernière décennie. Ram, moins Oui. 21,6. Mais Ça fait mal. ben, ça s'explique. Jeep, moins 20,3. Ben, en fait, T'sais. RAM, ça s'explique avec la fin du RAM classique. Ouais. Mais Jeep, on se l'explique difficilement. Ben, là. juste le Ram plein Moins de 20, grandeur. tu m'as dit? Jeep, c'est moins 20,3%. Juste le Ram pick-up, là, c'est moins 24,5%. Et ça, c'est le beurre de Stellantis, Ouais, là, ces deux c'est ça. marques-là, là, C'est ça. qui Ah. vont très mal. Tu sais, vous n'avez pas idée ce que ça veut dire comme chiffre, là. C'est d'une importance épouvantable. Puis là, je vais vous montrer Ford. Oui. Ford, on est en hausse dans un marché qui va pas si bien que ça, là. On est en récession, là. On est en hausse chez Ford année à date de 17,1%. La série F de Ford est en hausse de 9,7%. Le Ram est en baisse de 24,5%. Est-ce que je constate une croissance pour l'Econoline également? Tu constates une croissance pour l'Econoline. Oh. Le Mach-E est en hausse de 118%. Ah oui, hein, ça... Ben, on a baissé les prix de 30 000 $. Il faut bien que ça serve à quelque chose. Mais au moins, la mayonnaise pogne, là. Ouais. Combien Lincoln, de pourcents tu as dit? Répète ça. le Mach-E, Oui. le Mach-E est en hausse de 118%. Lincoln est en hausse de 41%. Tu vas me dire, c'était pas des gros chiffres, mais Non, mais c'est quand même une hausse énorme. Le Maverick est en hausse de 18%. Le Ranger, 74%. Est-ce qu'on a les chiffres du F-150 Lightning ou il est Non, inclus avec c'est le la reste série de la F. famille C'est la série F. OK. Fait que, tu sais, Ford, ça va très bien. Oui. Après ça, General Motors. GM, 11,7% d'augmentation de vente. Là, on parle à l'échelle canadienne. Au Québec, c'est d'autres choses, là. Tu sais, on a vendu à date plus de 1500 Hummer EV au pays. Du stock, là. Wow. Tu sais, Buick est en hausse de 45,9%. C'est à cause du Envista. Ça, c'est d'une évidence. Hein? Oui. Hein? C'est un succès si grand. Ben, ils en ont vendu 6500 à date. OK. Fait que hors Québec, ça se vend, là. Oui. Après ça, Cadillac est en hausse de 6%. Chevrolet est en hausse de 13,3%. Wow. Et si je vais voir le Silverado, ben, le Silverado, c'est stable. C'est à peu près le même chiffre. Mais on sépare le Silverado et le Silverado EV. OK. GMC, les chiffres sont en avant ici. On va avoir des beaux bonnets de fin d'année chez Ford et chez ouais, GM. Les camions GM, c'est les mêmes chiffres que l'année passée. Il n'y a pas de hausse contrairement au Lightning, au Ford F-150. Mais tu sais, on est quand même en hausse chez GM quoi que je vous ai dit, 11,7%, quelque chose comme ça. Alors que chez Stellantis, c'est moins 20, là. Tu sais, fait que ça fait très, très mal. Honda est en hausse de 8,5%. Comment se portent les Coréens?
Hyundai, tu vois, est en hausse de 13,5 %. OK. Genesis, 5,9 %. C'est pas génial. Jaguar. Oui. Jaguar, 24 % d'augmentation, mais oui, mais il n'y a pas de... OK, on a vendu 200 FPS de plus l'année passée, puis ça fait toute la différence, c'est insignifiant. Kia, c'est stable, c'est 1,8 %. Fait que ça n'a pas bougé tant que ça. On n'a évidemment pas les chiffres de Tesla là-dedans, parce que Tesla ne dévoile pas ses chiffres. Tesla, on les a, je pense. On les a? OK. Ouais. Normalement, ils sont chiches sur ce type d'information. On l'a dessus? Oui, je les ai. Oui. Tesla, on a 48 700 véhicules de vendus. C'est 0,4 % d'augmentation par rapport à l'année passée. Fait que c'est exactement la même affaire. 30 620 modèles Y de vendus. Alors, pour te donner une idée, on a vendu année à date 69 700 RAV4. Puis du CRV, on doit être autour de 55 à peu près, là. J'ai-tu les chiffres quelque part? On ne doit pas être loin. Là, je suis un peu mêlé dans mes piles, là. Mais ça doit ressembler à peu près à ça. Honda, CRV, ouais. 51. OK. 51. Fait que, tu sais, le CRV, c'est un véhicule super populaire pour Honda. Le Toyota, super populaire aussi, mais 30 600 modèles Y. C'est... on commence à s'imposer pour vrai. Hey, c'est sérieux, là. C'est très sérieux. Puis Vaux, écoute, ça va pas si bien que ça. Non. Pour des raisons qu'on comprend. Tu sais, parce qu'ils n'ont pas de char. Vaux, c'est... je te dis que ça va pas si bien que ça. En fait, c'est tout le contraire. Si je me fie aux chiffres qu'il y a ici, c'est 35 % d'augmentation. OK. Mais, ouais, Golf R, GTI, Jetta, c'est tout en augmentation. Fait que les autos se vendent beaucoup plus, mais il y en a. Les Atlas, augmentation. Tabarouette, c'est surprenant. C'est étonnant que même les D4, les D4 qui est en stop sale depuis 2 mois, tu as 31 % d'augmentation. OK. Fait qu'on en a livré beaucoup en début d'année. C'est ce que ça veut dire. Taos, 20 000 copies. Fait que oui, même Vaux, ça va bien. OK. Fait imagine si on avait pu vendre pendant les 3 derniers mois des D4 autant qu'on en aura. Puis là, le ID Buzz vient d'arriver. Oui, on commence à les voir popper chez les concessionnaires. Là. Effectivement, les premiers exemplaires sont arrivés. Et la question, est-ce qu'il y a des gens qui vont aller les chercher? Oui. C'est une très bonne question. Ouais. Et j'avais la discussion avec un ami hier qui me disait, si des gens sont prêts à payer 150 000 $ pour un Cybertruck, pourquoi quelqu'un ne paierait pas 80 000 $, pour un ID Buzz? C'est un véhicule qui est différent, qui est rafraîchissant. Est-ce que je le paierais, 80 000 $? Absolument pas. Est-ce que le prix... 88. Est-ce que le prix tendra à baisser un peu quand l'effervescence de la nouveauté va s'estomper? J'ai peur que ça s'essouffle rapidement. Oui. Très rapidement. Oui. Parce que les premiers commentaires que j'ai eus de représentants des concessionnaires Volkswagen, c'est que quand le modèle est sorti, puis on a eu les spécifications, là, la liste non officielle s'allongeait. Puis quand on a su les prix, tout le monde est parti. En fait, on connaît deux... Moi, je connais deux personnes qui en avaient commandé, qui se sont désistées. Une de celles-là, tu le connais. Alors, tu sais, c'est ben trop cher. Voilà. C'est beaucoup. C'est des gens qui auraient été dans le marché à 60, 65, 70, mais pas à plus de 80 000 $. Puis pas subventionné. Avec une autonomie ordinaire. Ouais. Mais pas subventionné. Oui. Tu sais, parce que, regarde ça comme tu voudras, un ID Buzz loadé, là, c'est pas bien plus cher qu'un EV9 loadé. Mais ton EV9 loadé, il y a 12 000 de crédit parce qu'ils ont été capables d'amener une version en bas de 65 000. Oui. Mais il aurait pu faire ça avec un ID Buzz, tu sais. Mais est-ce que tu veux arriver avec un nouveau produit comme ça et entre guillemets, d'évaluer avec une version tout nue? Oui, mais amène ta version tout nue en quelques copies. Oui. Tu sais, puis après ça, vends tes modèles subventionnés. Mais en même temps, tu peux pas
Tu sais, je veux C'est dire, difficile, là. ils ont Oui, développé oui. ça il y a des années, ce camion-là. Oui. Ça tardait à arriver. Tu peux pas t'ajuster aux caprices des gouvernements qui changent d'idée comme ils changent de chemise. Gouvernements provinciaux, là. C'est ça, on n'est tu sais. même pas, Ouais, c'est ça. on n'est même T'as pas raison. à l'échelle d'un pays. Fait que c'est difficile, Vraiment. certainement. Ouais. On a une agilité, certainement, chez les Coréens, qu'on n'a pas nécessairement ailleurs. Là. En tout cas, on verra. Moi, j'espère que ils vont se multiplier parce que c'est quand même plus cute à voir passer sa route qu'un Cybertruck. Fait que Oui. j'espère qu'on va... Parce que des Cybertrucks, on en voit, là. Ben oui, et c'est 150 000 la copie, là, au Canada. Tu sais, Ben, c'est ça. je serais incapable, pour vrai. Je pense que dans le cas du ID Buzz, il faut sortir de l'image de OK, c'est une minivan à 80 000 Il faut plutôt avoir en tête OK, c'est le véhicule électrique le plus cool à regarder en ce moment. C'est la saveur du moment. Et là, je vais On le l'attend prendre. depuis longtemps. On est super nostalgique de l'ancien Volkswagen Boss. Il faut le voir comme ça plutôt que une Carnival hybride ou une Sienna. non. Tu sais, on peut Non, pas mais le magasiner. Je vais le prendre dans Oui. quelques semaines pour aller à Québec, là. Oui. J'ai hâte de voir quelle va être la température ce jour-là. Oui. Mais je vais-tu faire Montréal-Québec? Assurément pas. Parce qu'à 388 km d'annoncé, Ben non, tu le feras pas. tu sais, moi, j'ai 260 km à faire pour me rendre. Ouais. Moi, je peux te dire qu'à moins 10, avec ma Bolt à 110 sur l'autoroute, je me rends ultra limite. Oui, mais tu vas C'est- 30, mais il n'en restera pas. Mais je suis pas sûr que je vais me rendre. Parce que la résistance au vent et la résistance au sol d'un véhicule de même est bien plus grande qu'une Bolt, là. Puis l'autonomie est moindre. Fait que ça va bouffer, là. Moi, si j'étais toi, j'irais dormir au Bonne Entente la veille. Je prendrais quoi? Hein? J'aime ça dormir chez nous des fois aussi. Ah, c'est ça. C'est bon, tu sais. Mais c'est pas impossible, cela étant dit. Parce que ça serait plus sage. Ça sera pas pire que la fois en MX-30. Ah, ça, je voulais te tuer. Hey, me scraper une journée de même. Je faisais pas 100 km. C'est une charge. Ben oui, c'est sûr. Hey, j'étais parti de chez moi, Rive-Nord de Montréal. Je m'étais rendu à Saint-Jean-sur-Richelieu. De là, je m'étais rechargé à Saint-Hyacinthe. De Saint-Hyacinthe, je m'étais rechargé un peu passé de Drummondville. Puis j'ai pas fait de Drummondville-Québec. J'étais arrêté juste en avant des ponts, là. Il y a une halte, là. Il y a une halte avec Valentine, là. Je m'étais rechargé juste... Tu sais, ça n'a pas de sens. Je me suis chargé 5 fois, je pense, pour me rendre. T'étais pas revenu. Puis, tu sais, t'as toujours jamais d'autonomie. T'en as jamais. Tu sais, quand il est plein, t'es à 103. Mais... Ça, c'est... Je comprends pas pour vrai qu'on aille... Tu sais, le produit est super beau, il va bien, tout le kit. Ah non, on voulait pas mettre le générateur à moteur rotatif. Ça trop bien. Tu sais, c'est ça, c'était trop bon. Ben, coudonc. Il en reste Un rendez-vous manqué. Il en reste, semble-t-il, quelque chose comme une trentaine ou une quarantaine à vendre au Québec, puis après ça, c'est fini. Avis aux intéressés. Ouais, c'est ça, avis aux intéressés. Opportunité à saisir. Oui. Bon, on va sauter quelques sujets parce qu'on en avait plusieurs et on n'a pas le temps. Mais rapidement, on conduit tous les deux une Chevrolet électrifiée cette semaine? Oui, dans mon cas, c'est le Chevrolet Silverado EV dont on a fait mention un peu plus tôt. J'ai récupéré le véhicule hier en fin de journée. Je ne l'ai pas étudié de fond en comble encore. Tu vois, j'ai parcouru 250 km sans recharger. Et je suis à précisément 52% de la batterie. Ouais. On est en hiver, c'est sûr qu'il ne fait pas moins 20, là. Mais je me dis que, bon, c'est une autonomie qui finit par être raisonnable. Là. Sauf que de le recharger, oui. Ça va te prendre 3 jours là, sur un niveau 2. Là. Oui. Ben, pas 3 jours, mais ça va être c'est 20... Ça va être là. C'est une journée. J'aurais pas le choix d'aller à une borne rapide, sinon mes voisins vont me lancer des roches. Ouais, c'est sûr. Puis moi, ben... c'est un peu à l'opposé, exactement. Ouais. C'est une Chevrolet électrifiée, légèrement, disons ça comme ça. Dotée de 4 roues motrices également. Et d'un moteur à 8 cylindres. Oui.
Oui, il s'agit d'une Corvette E-Ray. Euré? Euray. Euré? Une Corvette Euray. Je conduis ça aujourd'hui avec du 345 30 ZR 21 à l'arrière en pneus d'hiver Michelin. Un beau chasse-neige. Mais c'est une 4 roues motrices. Pour vrai, une Corvette en hiver au Québec, dans la gadoue de ce matin, bleu pétant. J'ai juste pas le choix de te dire que j'ai de la gnochon, là. Oui, certainement. T'sais, Et est-ce que ça va bien? ben, pour vrai, C'est correct? c'est correct. À partir du moment où il n'y a pas un banc de neige, Oui. t'as 4 roues motrices, puis ça reste une auto relativement confortable. Tu sais, une Corvette, Mais en même temps, tu te retiens toi-même de ne pas pousser la tu voiture. pousses rien de ça. Tu peux pas, là. Tu sais, dans la neige hier soir, j'ai pris l'auto pour aller faire une petite commission. Ouais. Bon, c'est sûr que l'arrière danse un peu, mais t'as quand même une 4 roues motrices. Oui. Mais ça m'a rappelé quand Quoi? Pierre, il dit Euray. Euré? Ça m'a rappelé en 2008 quand Audi avait mis une R8 Quattro boîte manuelle sur la route en plein mois de décembre. J'étais allé à un party de Noël avec cette voiture-là. Puis là, il y avait neigé. Puis là, c'était pas évident parce que à cette époque-là, les pneus d'hiver n'étaient pas obligatoires et il n'y en avait pas. Ouch! Alors, oui, c'était une Quattro, mais je peux te dire Oui. que Des pneus... c'était des l'histoire d'un gars en pantoufles de Fentex sur une patinoire. Oui. Je m'en allais tout croche. Ça a marché, là, mais tu sais, c'est de conduire ce genre de bébête-là dans un contexte de même. Tu sais, ce matin, là, j'ai pris le tunnel Hippolyte, puis je suivais un camion à gravier, là. C'est une Corvette, là. C'est sûr que c'est pas... La majorité des gars qui ont des Corvettes, le seul fait de la sortir quand le taux d'humidité est à plus de 70 c'est une insulte. Fait qu'imagines-tu, aujourd'hui, dans le gadou avec la slotch, puis mes bottes qui rentrent... Non, c'était quelque chose. Ouais. Est-ce que ça vient avec un balai à neige, Corvette? Non, Avais-tu des tapis sauf pantalon, Corvette? il n'y avait pas ça. Non? Il n'y avait pas ça. D'accord. Bon, rapidement, on y va avec Oui. le trio de brochures aujourd'hui, parce que je trouvais ça drôle. 51 000 CRV qu'on a dit tantôt. Oui, l'histoire a commencé bien plus modestement. Ça, c'est la brochure de 1997. Un véhicule qui était plus costaud à son origine, hein? Ben, tu sais, mais qui Beaucoup plus petit. qui allait super bien. Oui, beaucoup plus petit, mais un peu plus costaud et Ouais. aventurier. Puis je me souviens que Bertrand Godin en avait acheté un neuf de ça. Ah, Un d'accord. CRV comme ça. Alors, j'ai sorti la brochure, mais j'ai sorti aussi le document de lancement média. Parce que Auquel tu n'as pas participé. j'ai pas participé au lancement média. D'accord. Sauf que, en 96, j'étais étudiant à Barrie, en Ontario. Oui. Et à l'école, bon, donc là, tu avais les fiches de comparaison, j'aimais ça. Il y avait le RAV4 qui venait d'arriver. Mais on comparait aussi le CRV avec le Jeep Cherokee à l'époque. Oui. Tu sais, il y avait des... Oui, oui. Et alors, ce document-là, on nous l'avait remis parce que on faisait un salon de l'auto au collège. Et moi, je travaillais dans le salon de l'auto au kiosque Honda et on nous avait envoyé des documents de formation. Donc, ce document de presse qu'on avait remis aux journalistes qui allaient participer au Ride and Drive. Avec un véhicule jaune avec des mags un peu argentés sur la couverture. Oui, ben, parce que c'était une version japonaise de 96. Ah, donc qu'on n'a jamais eu ni vu ici. C'est ça, là. parce que ils ont concocté ça avant même que les unités arrivent. D'accord. Écoute, quand on a fait le salon de l'auto à l'automne 96, là, les gens ne l'avaient jamais vu. Un CRV versus un Explorer XLT. Hey, les temps ont changé quand T'sais, même. Hein? C'est quand même drôle, là. Fait que, tu sais, on faisait des exercices de comparaison avec un Jimmy. Ah. C'est ça. Question quiz. Lequel des deux n'a pas survécu? Ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. On a toujours le CRV. Puis, ça, c'était la pochette média du Honda CRV. Fait que tu as toute l'info, les diapos. On les voit-tu là-dedans? Je sais pas, hein? Moyen. Un peu. On voit les diapos. En tout cas, fait que tu as toute l'information là-dedans sur le petit CRV, qui était un véhicule sans prétention à l'époque. Ouais. Je suis pas sûr qu'on s'imaginait en 96 que ça deviendrait un jour le véhicule de loin le plus vendu de chez Honda. La Civic, Bien plus que la Civic, ouais. qui à l'époque se vendait quoi 1000 fois plus. Tu sais, en 97, un CRV, c'était comme bon.
Puis, ça a connu un succès, mais imagine la question qu'on se pose à l'intérieur d'un manufacturier quand on se dit « OK, on a connu un succès pendant un certain nombre d'années, c'était correct. Est-ce qu'on poursuit l'aventure ou ça s'arrête là? » Ouais. Est-ce qu'on fait ou non une deuxième génération? Ben, parce qu'on a vu d'autres produits s'arrêter après une seule génération. Mais il y a des parce constructeurs. Que le potentiel n'était pas suffisamment grand. Mais il y a des constructeurs qui ont changé de nom aussi, sans de rester dans un segment en changeant le nom de ton modèle constamment, c'est pas toujours la meilleure formule. Mais Kia, pour moi, c'est le meilleur exemple, là. Oui, passer de la Cephia à la Spectra, à la Forte, à la K4. Dodge a fait ça, je sais pas combien de fois, là, la Dodge Ariès qui est devenue la Spirit, qui est devenue le Cloud Car, le Stratus, qui est devenu l'Avenger, qui est devenu, Noblet, là, bon. Fait je sais pas si on veut confondre le client là-dedans mais on se cherche. Alors que, une Camry, c'est une Camry depuis 83. Ouais. Une Corolla, c'est une Corolla depuis 66. Puis une Civic, c'est une Civic depuis 73 même. Accord, c'est 76. Des noms sont restés là toujours. C'est ça. On est constant. Ouais. Ça comme ça. C'est arrivé que des fois, chez les Japonais, on change des noms pour pas vraiment de raison. Là. Genre une Stanza qui est devenue une Altima. Mais, oui. C'est ça. Mais l'Altima, ça fait 30 quelques années qu'elle s'appelle Altima. Puis on l'a oublié. Là. Ben, la Maxima. Là, il va y avoir une Max I-Ma qui va revenir. Là. C'est bien dit. Un autre succès. Parlant de Nissan, tu en conduiras deux dans les prochains jours? Oui, je m'en vais conduire le tout nouveau et entièrement redessiné Nissan Murano qui sera doté de ce 4 cylindres. Je le sais. Ça va être confortable. Oui, blanc, gris ou noir. Et ça va non, je vais donner la chance au coureur, mais je m'attends pas à un prix Nobel. Je l'ai vu de près, je me suis assis dedans. Ça a l'air d'un Aria à essence. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Puis sinon, on va conduire l'Armada. Oui. Un autre grand succès commercial. Donne-nous donc les chiffres de l'Armada année à date. Ça m'intéresse beaucoup. En même temps, c'est les chiffres canadiens. Je comprends que dans certaines portions du pays, ça se vend nettement plus qu'ici au Québec. Alors, le QX80 a été en augmentation de vente de 11,6 %. J'espère, il est nouveau. À 882 copies. J'espère. Et l'Armada, moins 45 %. Oh. Il s'est vendu 462 Armada dans tout le pays cette année jusqu'à maintenant. Pas beaucoup d'entre eux ont été vendus au Québec. Non, pas tant. J'irai conduire, moi, le Audi Q6 e-tron. Bon. Ben, coudonc. Un blitz de fin d'année. Un blitz de fin d'année et de grand plaisir. Voilà. Pourquoi ça m'excite zéro puis une barre, ça? Ben, j'arrive à contenir, moi de même, mon niveau d'excitation. Bon. Réponse à la charade? Oui. Qui était incompréhensible au cube. On qualifie ainsi notre ancienne amoureuse ou amoureux. Mon second, c'est la 16e lettre de l'alphabet. Mon troisième, TVA, qui était jadis Télémétropole. Merci, je l'ai eu. Était aussi connu sous le nom de Canal 10. Oui. Et mon quatrième est une marque d'automobile disparue en 2016, c'est Sion. Alors, P10 Sion. Mon tout est un VUS pleine grandeur. Merci tout le monde d'avoir été là. La semaine prochaine, on va prendre ta charade. Bonne fin de soirée tout le monde. Et puis, on se retrouve quelque part la semaine prochaine. On va improviser ça. Au gré du vent. Au gré du vent. Au revoir. Au revoir.